infrastructures. Michel Kafando face au député du Conseil national de la transition. Dans son intervention, il a traduit sa reconnaissance à cette institution de la transition qui a œuvré sur plusieurs plans pour la bonne marche du pays. Le président du Faso a particulièrement félicité le président du CNT, Chérif Sy, qui a travaillé pendant la dernière crise pour faire échouer le coup d'État. Et puis, que se passe-t-il à l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso? En tout cas, les cours y sont perturbés depuis le début de l'académique 2015-2016. Les étudiants conditionnent la reprise des cours par la prise en compte de leurs doléances. Voilà qui fait la une de votre journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Ce 27 octobre 2015, le président du Faso s'est adressé aux députés du Conseil national de la transition. Dans son discours, Michel Kafando a rendu un vibrant hommage à cet organe législatif de la transition. Particulièrement, il a salué le rôle important que le président du CNT a joué pour faire échouer le coup d'État du 16 septembre dernier. Je vous invite à écouter le président du Faso à l'issue de son intervention. Il est au micro de Ernest Kambiri. C'était pour moi vraiment un devoir de venir m'adresser aux députés, d'abord pour les encourager, pour ce qu'ils ont fait durant le temps qu'ils ont fait ici pour travailler au service de la nation, et aussi féliciter le président du Conseil national de la transition pour la bravoure dont il a fait montre durant les événements malheureux que nous avons connus tout récemment. Ensuite aussi expliquer aux honorables députés quels sont les points essentiels de l'action gouvernementale. Mais je ne me suis pas étendu sur ce problème précis, étant donné que le Premier ministre, comme vous le savez, est déjà venu devant le Conseil national de la transition pour porter le message du gouvernement de la transition, notamment pour expliquer le programme mis en œuvre dans le cadre de cette transition. Donc, au total, je considère que vraiment, j'ai retiré une grande satisfaction d'être venu ce matin pour m'adresser à ceux qui incarnent le peuple, la représentation nationale. Ils ont fait leur devoir, ils continuent de faire le devoir, ils ont eu cette claire conscience de la mission que le peuple leur a confiée, et c'était tout à fait normal que le président de la transition, je vienne les en remercier, les féliciter et les encourager. Tel est le but de ma visite ce matin au Conseil national de la transition. La Banque africaine de développement est satisfaite de la mise en œuvre du projet sur l'électrification rurale qu'elle a financé. Le projet lancé en 2010 avait prévu de raccorder 160 localités du Burkina Faso au réseau électrique de la Sonabel. À ce jour, plus de 120 localités ont déjà été électrifiées et les autres le seront avant la fin de l'année. C'est ce qu'a laissé entendre l'équipe de coordination du projet. Une délégation de la BAD était hier sur les traces de ses réalisations dans 3 villages bénéficiaires du Mamadou Dabiré et Aruna Mari. Songre Tenga, Toluga et Signogen dans le Kouroutenga sortent de l'obscurité. Ces 3 villages font partie des 160 localités bénéficiaires du projet Prilaire, le projet de renforcement des infrastructures électriques et d'électrification rurale. Il a un coût estimé à 25 milliards de francs CFA, dont 18 milliards financés par la BAD, la Banque africaine de développement, et le reste, soit 7 milliards au titre de la contrepartie nationale. À 2 mois de la fin du dit projet, le bailleur principal de fonds vient ici s'assurer de sa bonne exécution. Nous avons visé unitairement pour ce projet-là, nous avons visé les zones rurales, donc les zones les plus défavorisées. Et quand nous arrivons dans ces villages, que nous voyons que les villageois, les populations sont heureuses de constater que désormais ils ont de l'électricité et que leurs activités ont commencé à changer, nous ne pouvons qu'être satisfaits. Ces infrastructures permettent donc à la Sonabel d'étendre son réseau électrique.
Éclairage public et raccordement à prix social de populations défavorisées ont été réalisés dans le cadre de ce projet. En termes de réalisation sur 160 localités électrifiées, donc à la date d'aujourd'hui, nous avons 126 localités entièrement terminées et mises sous tension. Donc il reste environ 33 localités qui sont actuellement en cours d'achèvement également. Et nous comptons de boucler dans les trois mois à venir. Les bénéficiaires se réjouissent déjà de son apport. Il y a eu un changement en tout cas. Il faut faire les soins avec une lampe et ça devient avec l'électricité. C'est plus soulageant. La BAD se dit encore disposée à financer la deuxième phase du projet qui devra débuter courant 2016. Une deuxième phase qui devrait s'intéresser aux quartiers périphériques des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Ouvrons à présent le chapitre consacré à la campagne agricole à Tchindi, une commune rurale du Boulkemde. La culture du riz montre une bonne physionomie à cette période de moisson. La récolte attendue est estimée à près de 130 tonnes et cette estimation a été faite par les techniciens de l'agriculture après une visite effectuée sur ce bas-fond risicole. À noter que l'exploitation de ce bas-fond est financée par la Chine-Taïwan, Adama Giti et Draman Guéné. Hauts commissaires et techniciens de l'agriculture venus de Koutougou dans les colonnes du bas-fond risicole de Sanguin, dans la commune rurale de Kindi. Après une visite commentée, le constat est positif. Le projet riz pluvial financé par la Chine-Taïwan fait ici ses preuves. Nous avons fait le tour du bas-fond. On a constaté que dans son intégralité, il a été exploité et on peut dire que les récoltes seront très bonnes. On espère en tout cas avoir beaucoup de choses. Depuis des années, on cultivait, mais ce n'est pas amélioré comme ça. 34 hectares sur 100 sont aménagés et mis en valeur par 200 producteurs. Une superficie importante, mais extensible comme le souhaitent les producteurs. Nous pensons que nos partenaires financiers, partenaires techniques et financiers, vont toujours nous apporter leur appui. Au niveau aussi de l'administration, pourquoi pas. Je pense que c'est un travail de partenariat qui est développé ici. Donc nous avons fort espoir qu'effectivement la trentaine d'hectares là puisse être effectivement aménagée pour permettre aux producteurs d'atteindre leurs objectifs. Après cela, il y a tout ce qui est mesure d'accompagnement, renforcement des capacités vraiment des producteurs et des groupements sur le terrain que le projet accompagne également. Pour cette campagne agricole, 3,8 tonnes de riz sont attendues à l'hectare dans ce bas-fond. Déjà, c'est la moisson et les autorités ont lancé l'opération à travers ces coups de faucille. Une récolte du riz lancée également à Rapadama par une équipe de la direction régionale de l'agriculture du plateau central. Et c'était hier après une visite du bas-fond de cette localité. Et sur ce site, la production attendue est de plus de 850 tonnes. En termes de revenus financiers, les producteurs pourront engranger environ 128 millions de francs CFA. On fait le constat avec Amadou Ilboudo et Yolande Lompo. Faucille à main, ces producteurs d'une matinée procèdent à la récolte du riz de bas-fond. La scène se passe à Rapadama V5 dans le Ganzoulou, où près de 1519 exploitants s'adonnent à la culture de cette spéculation sur une superficie de 244 hectares aménagée en partie par le projet riz pluvial. Pour cette année, ils ont un rendement de 3,5 tonnes. Donc on attend près de 800 tonnes, 850 tonnes dans ce bas-fond. Mais c'est un peu particulier. Les années à venir, ils peuvent avoir plus. On a des sites cette année même qui ont 4,5 tonnes de rendement. Donc je me dis qu'avec le fonds de roulement qu'ils ont, s'ils arrivent à avoir l'engrais à temps et fertiliser, ils peuvent avoir les 4 tonnes 5 sans problème. La Sonagest s'engage à racheter la production et sur ce site, Awasore, qui exploite comme les 771 autres femmes une parcelle de 0,25 hectares, espère avoir, une fois le décortiquage achevé, une dizaine de sacs. Nous n'avons pas eu les intrants à temps. Si les intrants étaient venus à bonne date, on aurait pu mieux faire. Ils ont accepté se donner pour mener à bien cette activité qui participe de l'autosuffisance alimentaire. Et tout ce qui concourt dans ce sens-là ne peut qu'être encouragé par les autorités. Au cours de cette visite commentée, les échanges ont aussi porté sur la gestion des superficies attribuées et l'acquisition de matériel de pointe pour augmenter leur rendement.
Autre point de l'actualité, les cours sont perturbés à l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso depuis le début de l'année académique. Les étudiants de cette université refusent de reprendre les cours si un certain nombre de conditions ne sont pas réunies. Et pour mieux comprendre ce qui se passe réellement, une de nos équipes a rencontré les acteurs concernés par cette situation à l'UPB. Des précisions avec Bitibien Nawon et Karim Sissé. La rentrée universitaire 2015-2016 connaît un début difficile à l'UPB, l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso. Actuellement, tous les amphithéâtres sont fermés. Les étudiants demandent de meilleures conditions de vie. Les latrines, même souvent, pour passer même à côté des WC, tu as des problèmes. L'odeur infecte. Il n'y a pas de service de nettoyage. Quasiment, ils viennent qu'une semaine, peut-être 2 semaines. Le problème de coupure d'eau, ça c'est récurrent, très sincèrement. Donc nos attentes de la cité, là, on était convaincus en tout cas, vu l'infrastructure, qu'on allait venir, au moins on serait plus à l'aise que même dans nos maisons habituelles. Vu l'infrastructure, parce que quand tu es de passage, tu vois l'infrastructure, tu te dis que non, sincèrement, en tout cas, à vue d'œil, elle est très belle. Mais quand tu rentres à l'intérieur et tu essaies de vivre, c'est là que tu comprends sincèrement qu'à quelque part, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le riz qui est ici est confronté à beaucoup de difficultés, c'est-à-dire la restauration n'arrive pas à suffire les étudiants. Si ce n'est pas dans ces 2 temps même, ils ont essayé d'améliorer la quantité. Vous imaginez avec 400 plats, et pourtant les résidents même ici dans les cités là, dépassent plus de 2000 personnes. Et ceux qui ne sont pas dans les cités, est-ce qu'ils ne vont pas manger? Ils font partie également des étudiants, puisque la cité de Belleville est la cité principale de la ville présentement. Il n'y a pas de riz quelque part si ce n'est pas ici. Donc, imagine quelqu'un va quitter à Dafra pour venir manger ici. Vous voyez ce que ça fait. Pour le directeur régional du Centre des œuvres universitaires de Bobo-Dioulasso, c'est un mouvement spontané, né sans préavis. Grève, nous, au moment où nous parlons, nous n'avons pas reçu de préavis de grève de qui que ce soit. Voilà, donc c'est des actions simultanées. Donc nous ne savons pas quelle est la structure qui est derrière, mais en tout cas, à chaque fois que nous sommes allés vers l'information, c'est des groupes d'étudiants. Voilà, qui d'ailleurs, lorsqu'on les renvoie au débat, c'est difficile pour eux de trouver une solution. Alors nous pensons que la lutte que les étudiants ont adoptée ici, le désagrément est grand. Parce que nous avons assisté à des prises en otage de nos cas depuis le 12, 13, 19 et le 20 octobre. Là, tous ces jours, il y a eu prise de tas de cars. Ça veut dire qu'évidemment, il n'y a pas eu cours à Nassau. Un fait qu'ils reconnaissent les étudiants. Comme c'est une nouvelle cité, la majorité de ceux qui sont là, on est tous rentrés tout nouvellement. Il n'y a pas de délégué. J'ai un qui est leader qui dit qu'il assure ça provisoirement. Les étudiants de l'UPB entendent maintenir le mot d'ordre de grève jusqu'à ce que leur doléance trouve un écho favorable. Des professionnels des médias et ceux de la météorologie échangent depuis ce matin à Ouagadougou. Ils vont ensemble identifier des stratégies pour une meilleure diffusion de l'information sur le climat et sur le temps. Cela devrait permettre d'améliorer l'accès à l'information météorologique par les populations. La rencontre est organisée par la Direction générale de la météorologie du Burkina Faso. Le reportage de Paul David Bambara et de Ismaël Ziloma Sirima. Mettre l'information météorologique à la portée des utilisateurs et aussi la rendre disponible pour amoindrir les conséquences néfastes du climat sont autant de raisons qui justifient cette rencontre entre professionnels de la météorologie et hommes de médias. Parce que jusqu'à ce jour, cette relation n'a pas été toujours durable dans le temps. Et nous espérons tenir des partenariats à tous les niveaux, de sorte que l'information que nous produisons au niveau de la météorologie soit effectivement diffusée et pour donc le bien de tous les utilisateurs. Des propositions sont ainsi attendues afin de mieux véhiculer l'information météorologique et de bien se faire comprendre du public. À un moment donné, on va penser peut-être que les prévisions qui ont été faites ne sont pas fidèles, ne sont pas fiables, alors qu'en réalité, c'est un processus dynamique qui demande à ce qu'on fasse toujours des mises à jour. Au cours de la journée de rencontre, ce que nous faisons, c'est un état des lieux de la situation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les messages de la météo sont bien connus des médias? Est-ce que les produits et services de la météo sont bien connus des médias? Ce projet est soutenu par l'Organisation mondiale de la météorologie
qui entend aider la direction nationale à se doter ou à performer leur site web et aussi à mettre en place des plans d'action dans le but de mieux diffuser l'information climatique. Un mot de culture et nous parlons de culture indienne dans ce journal. La période de septembre-octobre est consacrée à la commémoration d'une fête appelée le Navratri chez les Indiens. C'est une fête coutumière dédiée à une déesse mère et pour commémorer cette fête, les Indiens résidant à Ouagadougou se sont retrouvés le samedi dernier. Ensemble, ils ont rendu grâce à cette déesse mère et imploré sa protection. On voit cela avec Koussoun Koulibaly et Aruna Mari. Loin de la mère patrie, mais culturellement connectés, ces Indiens vivant au Burkina commémorent ici pour la 4e fois le festival Navratri. Une fête hindoue célébrée généralement 9 minutes durant au cours desquelles la déesse mère est invoquée. C'est une fête pour la culture indienne, pour faire en honneur de notre déesse. Ma Durga. Les gens sont contents, donc ils expriment leur gratitude. On danse avec béton et sans béton. C'est deux façons de danse. C'est aussi un moment de réjouissance où les danseurs évoluent en cercle et chantent en chœur sur des rythmes traditionnels. Je crois que c'est une façon également de dire notre solidarité avec le peuple indien et dire qu'en réalité, c'est la communauté qui vit ici doit se sentir vraiment en parfaite symbiose avec notre communauté, notre peuple ici, et faire en sorte à développer vraiment cette coopération. La période septembre-octobre est consacrée à cette célébration. Selon cette communauté, le Navratri offre aussi l'occasion de purifier et de formuler de nouvelles résolutions pour l'avenir. Fin de formation pour 25 acteurs du théâtre, tous issus de la troupe théâtrale du Progrès. Ils ont appris 3 jours durant les techniques d'écriture d'une pièce de théâtre. La session de formation a concerné aussi bien la théorie que la pratique. Les bénéficiaires disent être désormais aptes à faire passer des messages de sensibilisation à travers le théâtre. Et sur la cérémonie de clôture de cette formation, le reportage est de Sali Doussa. Au salon, le père de Joanne parcourt une revue. Cet exposé de Michel Bassenga est le fruit de 3 jours d'apprentissage sur les béabas de l'écriture d'une pièce de théâtre et la dramaturgie. Comme lui, ils sont au total 25 comédiens à avoir bénéficié de cette formation. Une initiative des responsables de la troupe théâtrale du Progrès pour accompagner les comédiens à plus de professionnalisme dans leur métier. Je compte que quand les comédiens jouent, il n'y a pas de problème, mais quand ils se mettent à faire une écriture d'une pièce de théâtre, ils ont des soucis. La dramaturgie ou encore l'art de composer le texte du théâtre exige des règles qu'il faut connaître. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette structure de texte du théâtre? Comment est-ce qu'on arrive à écrire maintenant, à mettre les personnages dans cette structure pour donner vie à cette structure du texte? Pour les bénéficiaires, la formation a certes été riche en enseignements, mais le travail doit continuer si l'on veut devenir plus professionnel. Cela ne veut pas dire qu'après cette formation, je dois aller dormir. C'est l'occasion pour moi, c'est le début pour moi. Voilà, de me mettre au travail. Au sortir de cette formation, les comédiens sont désormais aptes à mieux accompagner les différents partenaires dans le processus de sensibilisation en langue morée, dioula, liélé et koumanchema. Retour au Burkina Faso pour terminer ce journal avec la revue de presse. Les quotidiens de sur le référendum organisé hier au Congo-Brazzaville. La plupart des journaux estiment que c'est une victoire sans gloire pour Denis Sassou Nguesso. D'autres quotidiens s'en prennent aussi à la France pour sa position par rapport à ce référendum. La revue de presse est avec Jacques Lamissa Tarpaga. Le référendum au Congo inspire davantage les éditos de ce mardi. Le journal Le Soir tire à boulet rouge sur la France. La France donne sa caution pour un coup d'État, dénonce le quotidien. C'est à ne plus comprendre que le même François Hollande, qui s'était braqué contre le référendum du régime Compaoré au Burkina Faso et qui a usé de tous ses moyens pour faire échec au coup d'État du général Diendéré, trouve une justification au référendum de Sassou Nguesso.
Pour l'éditorialiste, la France renforce l'idée selon laquelle elle n'a pas d'amis mais plutôt des intérêts. Triomphe sans gloire pour un tripatouilleur, affirme aujourd'hui au Faso, qui pense d'ailleurs que Denis Sassou Nguesso ne saura tirer aucun mérite d'un scrutin auquel ses compatriotes n'ont pas participé. Et justement, le pays parle d'une réponse humiliante du peuple congolais, non pas à Sassou Nguesso, mais à François Hollande. Le quotidien affirme, sans se tromper, que Sassou et ses courtisans ont échoué. A contrario, l'opposition peut se réjouir du fait que son appel au boycott a été entendu. Et il est certain que le roi Sassou a vécu le peu d'enthousiasme des électeurs comme un crime de lèse-majesté. Revenons sur la politique au Burkina Faso pour terminer. Dans sa réflexion du jour, le journal Le Quotidien s'intéresse au CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Le parti a tenu la 56e session de son bureau politique national samedi dernier, une prouesse qui n'est pas permise à n'importe quel parti, pense le journal. Le CDP, pour réussir sa mue et se repositionner comme un parti qui compte, doit travailler avec ses hommes valeureux et fidèles à leur choix. Mais l'ex-parti au pouvoir doit tirer les leçons de tout ce qui s'est passé depuis l'insurrection, en passant par le coup d'État foireux de Gilbert Diendéré. Et ces leçons, il y en a à profusion, écrit Le Quotidien. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bon après-midi à toutes et à tous.